Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Richard Ferrand. Bonjour. Bonjour. Alors, à un peu plus d'un mois des élections régionales, eh bien, la politique reporte ses droits. Alors, quelle stratégie dans cette perspective pour la majorité présidentielle peut-elle à la fois s'allier ou vouloir s'allier avec Renaud Muselier en région PACA et présenter Éric Dupond-Moretti face à Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France? Et puis, à 10 jours de la seconde phase du déconfinement, comment redonner confiance au pays? Quelle réforme post-crise sanitaire? Et puis aussi, puisque c'est le sujet de ces derniers jours, de ces dernières semaines, comment répondre à l'attente des Français en matière de sécurité, comment restaurer l'autorité. Mais pour commencer, Richard Ferrand, l'actualité de ce dimanche marquée par des marches pour le climat qui se déroulent dans 150 villes. Confirmez-vous que le référendum sur l'inscription de l'objectif écologique dans la Constitution, promis et voulu par Emmanuel Macron, c'était en décembre dernier, n'aura pas lieu? Je ne sais pas s'il faut le confirmer. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en l'état, pour soumettre à référendum cette modification de la Constitution, il aurait fallu que l'Assemblée nationale et le Sénat s'entendent sur un texte identique. Ce n'est pas le cas, puisque l'Assemblée nationale avait souhaité inscrire le terme « garantie » dans la Constitution, là où le Sénat préfère une formulation moins engageante. Par conséquent, si les choses en restent en l'état, il ne pourra pas y avoir de référendum. Il ne pourra pas y avoir de référendum. En tout cas, le Sénat ne bougera pas, donc il n'y aura pas de référendum. C'est ce que je redoute. C'est ce que vous redoutez. Ça veut dire que c'est quoi? C'est la faute au Sénat, à la majorité sénatoriale, à Gérard Larcher, qui, a priori, apparaît comme l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron? Bon, je ne sais pas s'il faut parler de faute. Chaque assemblée est libre de ses délibérations. Et on sait bien qu'au Sénat, il y a une majorité plus conservatrice qu'à l'Assemblée nationale, qui est beaucoup plus allante sur les questions environnementales. Ensuite, vous parlez du président Larcher. Il est vrai que c'est un opposant réel au président de la République, et sans doute d'ailleurs dans les rangs de la droite, l'un des plus robustes, des plus durs. Et par ailleurs, ce n'est pas le plus modéré. C'est pas le plus modéré. Et d'ailleurs, quand on fait le bilan de ces 4 dernières années, des 4 premières années du mandat d'Emmanuel Macron, c'est un peu le Sénat, c'est un peu Gérard Larcher qui vous a mis les bâtons dans les roues dès 2017 avec ces obstacles à la révision constitutionnelle que souhaitait le président. Le Sénat est une chambre d'opposition. J'observe que néanmoins beaucoup de textes sont adoptés dans le cadre des commissions mixtes paritaires, c'est-à-dire par des points d'accord entre les deux chambres, mais sur des textes emblématiques, sur des textes politiquement forts, il est évident que c'est une chambre qui est majoritairement à droite et donc majoritairement d'opposition. Oui. Alors cet échec du référendum ou de la possibilité d'organiser un référendum à un an de la présidentielle, est-ce que c'est pas dangereux dans la mesure où ça peut donner du grain à moudre, ça va donner du grain à moudre à ceux qui considèrent que le mandat d'Emmanuel Macron aura été celui de l'inaction? D'abord, sur le plan environnemental, la première lecture de la loi que nous venons de faire, qui est issue de la Convention citoyenne, qui, entre autres, lutte contre l'artificialisation des sols, contre les passoires thermiques, c'est-à-dire ces logements qui surconsomment de l'énergie pour être chauffés, qui limite les déplacements en avion là où il y a une solution ferroviaire à 2h30, qui crée le délit d'écocide. Bref, nous n'aurons pas rien fait sur le plan environnemental, loin s'en faut. Et d'ailleurs, le moment venu, lorsque viendra l'heure des bilans, nous serons particulièrement à l'aise pour mettre en regard ce qui avait été fait sous les quinquennats précédents, ce qui aura été fait sous ce quinquennat. Donc, on peut toujours dire que telle ou telle chose n'a pas abouti, mais regardons d'abord ce qui a abouti, et l'engagement écologique de notre majorité ne sera pas contestable. Bien sûr, certains diront que ça ne va jamais assez loin. Bien, ils n'ont qu'à gagner les élections pour aller plus loin. Et on parle des élections, notamment régionales et présidentielles, un peu plus loin dans cette émission. Action ou inaction, en tout cas, Richard Ferrand, à 10 jours de la seconde phase du déconfinement, comment redonner confiance aux Français? En clair, la date du 19 mai sera-t-elle vraiment la bonne? La sortie de crise est-elle à portée de main, Richard Ferrand? Tout dépend de nous et de notre capacité à déployer à bon rythme la vaccination. Puisqu'on sait, c'est la vaccination et les gestes barrières qui vont nous permettre de sortir de la crise. Sur la vaccination, je constate que la stratégie définie par Jean Castex devant l'Assemblée nationale en décembre est appliquée au rythme annoncé.
et selon la méthode annoncée. Donc ça veut dire que... D'abord les plus fragiles, et ensuite 10, 20, 30 millions de compatriotes. Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, le 15 mai, 20 millions de Français auront été vaccinés. C'est l'objectif qui avait été fixé et qui sera tenu, du moins pour l'administration de la première dose, qui, on le sait, protège déjà largement. Ensuite, vous me dites qu'il faut redonner confiance. Mais enfin, moi je voudrais qu'on puisse se regarder, nous Français, et qu'on puisse aussi se comparer. Nous sommes le seul pays qui, par le système du PGE, par le système de l'activité partielle, a protégé. Songez que 8 millions de travailleurs, à un moment donné, ont vu leur pouvoir d'achat maintenu par le système d'activité partielle. Que des centaines d'entreprises et donc d'emplois ont été sauvés par les mesures qui ont été prises. Songez que nous sommes le seul pays d'Europe où le test PCR est gratuit. Partout ailleurs, il est payant et parfois très cher. Je vais vous corriger. Donc, pas le seul pays d'Europe, y compris dans le monde. Hein. Oui, dans le monde, vous avez raison. Et dans le monde de surcroît. Donc, c'est dire que protéger les Français aura été un objectif obsessionnel pour nous tous et qui aura été atteint. Ensuite, évidemment, il faut libérer progressivement les contraintes liées au confinement et aux différentes restrictions qu'on a dû mettre en place pour que l'activité économique reparte. Et je vois bien à la fois l'impatience des acteurs économiques qui veulent évidemment retourner au travail, parce qu'ils sont comme nous tous, ils en ont un peu marre de cette restriction de capacité d'action. Donc, ils veulent retourner au travail, et je sens bien que beaucoup de Français ont envie aussi de retrouver le chemin des terrasses, des restaurants, mais pas que. Et vous-même, mais pas que. Et moi aussi, bien sûr. Hein, y compris à Paris ou chez vous surtout en Bretagne. En Bretagne. C'est vrai que quand vous allez à Crozon ou Camaret, à l'extrême pointe bretonne, et que vous ne pouvez pas vous arrêter pour prendre un café puisque les terrasses sont closes, vous avez envie de voir revenir tous ceux qui aiment la Bretagne et les Bretons eux-mêmes pour qu'on regoute à cette convivialité, à cet art de vivre français. Et alors, ce qu'on voit depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est que les Français sont pessimistes. Ils n'ont pas le moral. Est-ce que vous croyez que du jour au lendemain, à partir du 19 mai, puis les 2 autres phases d'ici la fin du mois de juin, l'optimisme, la gaieté vont revenir? En tout cas, je crois à un moment... Le moral va être... Ouais, moi je crois qu'il y aura un effet, entre guillemets, je mets des guillemets, je ne fais pas de référence historique, mais un effet libération, quoi. C'est-à-dire que les uns et les autres... Libération avec un petit L ou un grand L? Un petit L, bien sûr. C'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas connoté historiquement. Je veux dire par là qu'on se sent parfois tellement précontrait, un peu enserré dans des limites, le couvre-feu, la difficulté à se rencontrer, d'aller prendre l'air, etc. Je pense que véritablement... notre économie, mais aussi les Français eux-mêmes, vont très vite renouer avec la joie de vivre, j'en suis convaincu. Vous en êtes sûr de ça? On n'est jamais sûr de rien, mais convaincu, oui. Et donc les Français seront de nouveau optimistes, croiront à l'avenir. Mais je crois que, vous savez, on peut, évidemment, dans ce contexte, subir une morosité temporaire, mais quand la vie revient... la vie est toujours plus forte que les sentiments pessimistes. Alors on dit depuis François Mitterrand, depuis les années 80, c'est lui qui l'avait dit, notamment dans son dernier discours devant le Parlement allemand à Berlin, l'Europe c'est la paix. Est-ce que l'Europe... Oui, et il avait surtout dit le nationalisme c'est la guerre. Le nationalisme c'est la guerre, c'était à Berlin. Je me souviens de ce discours du président, j'y étais, mais ça ne rajeunit pas. Est-ce que l'Europe ne devrait pas être aussi l'Europe de la santé? Faut-il une Europe de la santé, et comment, Richard Ferrand? Mais elle l'est déjà d'une certaine manière, sous l'impulsion de Thierry Breton, qui fait un travail absolument remarquable, et qui est un commissaire européen français nommé par le président Macron. On a bien vu, par exemple, que sur la négociation pour tout ce qui concerne les vaccins, pour le fait de remettre en route notre système de production pour que l'on puisse produire sur le sol européen des vaccins, elle existe, cette Europe de la santé. Et il faut bien entendu, il y a le système dit COVAX, enfin l'organisation dite COVAX, mais au-delà de ça, il faut que sur la recherche médicale, sur toute une série d'enjeux qui ont été révélés par la crise Covid, on redevienne plus fort, que l'on regarde d'ailleurs là où nous sommes trop dépendants, pas assez souverains, nous, en tant qu'Européens, pour faire en sorte qu'on soit mieux armés pour faire face à ce qui pourrait être une nouvelle pandémie. D'ailleurs, à ce stade, permettez-moi de noter un point. Les États-Unis d'Amérique viennent de chapitrer le monde entier sur le fait qu'il conviendrait que au fond, les pays pauvres perçoivent plus de vaccins. Pas les États-Unis d'Amérique, le président Joe Biden. Oui, le président Joe Biden. Qui n'est plus Donald Trump.
Oui. On s'était dit depuis Certes, l'élection mais- de Joe Biden, ça va plus être pareil. Et là, on sent, puisque je reprends ce que vous dites, qu'il attaque l'Europe, qu'il attaque la Bah, France. Hein. en tout cas, Et ce ça qu'il fait pas faut- très plaisir à Emmanuel Macron, d'ailleurs. Bah, non, mais ça fait plaisir à personne. Mais Mm. ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder les choses. 400 millions de vaccins produits en Europe. 200 ont été exportés vers d'autres pays qui ne sont pas en capacité de les fabriquer. Sur les centaines de millions Ce qui de vous est vaccins, reproché par une partie des sur les oppositions. centaines de millions de vaccins fabriqués aux États-Unis, zéro Mhm. exportation. Donc, si vous voulez donner des leçons, c'est toujours plaisant, Mhm. mais faire son devoir ou ses devoirs, c'est toujours mieux. Et vous pensez qu'Emmanuel Macron dit la même chose que vous, pense la même chose que vous? Écoutez, j'ai une pensée autonome. Oui, mais bon, quand même, vous êtes proche de lui. Vous avez dû parler de ça avec lui. Il vous dit ça? Non, je n'ai pas parlé de ça avec lui Non. directement, mais enfin, c'est ce que je pense. C'est ce que vous pensez. Alors, autre question sur l'après-crise. Quelle réforme post-crise sanitaire? Réforme de la dépendance, est-ce qu'il faut la faire? Réforme de la décentralisation? Réforme des retraites abandonnées? Qu'est-ce qu'il faut faire après cette crise, à l'issue de cette crise? À l'issue de cette crise, déjà, il faut mettre en œuvre le plan de relance. Mhm. Libérer les énergies, continuer à protéger, faire en sorte que les systèmes d'aide ne soient pas immédiatement interrompus, parce que avant que tout le monde revienne à prospérité, il faudra sans doute quelques mois. Donc là, on précise, ensuite- on précise des choses, système d'aide, c'est-à-dire notamment en direction des petits commerçants, des Et des artisans. secteurs les plus en Et des fragilité, secteurs les plus- l'hôtellerie, etc. Voilà, ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter fin juin. Du jour au lendemain. Voilà. Non. Ensuite, évidemment, c'est mettre en œuvre le plan d'investissement, le plan de relance que nous avons voté au Parlement. Et ça commence à se mettre en œuvre. Et d'ailleurs, Moi, je peux en témoigner dans mon Finistère, Mhm. tout comme dans d'autres départements. L'État se montre d'ailleurs là d'une très grande agilité pour prendre en compte sur des territoires d'industrie, sur d'autres projets d'investissement, ce que les entreprises mettent sur la table pour justement développer l'emploi et faire en sorte qu'on retrouve notre pleine énergie. Donc mettre en œuvre le plan de relance français, mettre en œuvre ensuite le plan européen. Européen, là, c'est là, ça, il faut que l'urgence. Et là, plan européen, il faut que les milliards, 40 milliards, si je ne me trompe pas pour la France, soient débloqués par l'Europe. Ce n'est pas encore le cas. Bah, aujourd'hui, il faut que l'ensemble des parlements des Voilà, pays d'Europe ait 27. ratifié le plan de relance. Mais là aussi, évidemment que nous sommes impatients, mais notons que c'est une première historique que le président de la République avait d'ailleurs obtenue à force de conviction, en lien avec Mme Merkel, pour faire en sorte que l'on accepte de l'investissement européen commun, de l'endettement commun, mais de l'endettement pas pour boucler les fins de mois, pour préparer les décennies futures. Très rapidement, donc, sur les réformes à venir. La réforme de la dépendance, celle de la décentralisation, est-ce qu'elles vont se faire? Et la réforme des retraites, est-ce qu'elle est abandonnée? Bien, dans l'ordre, vous avez peut-être noté, c'est quand même pas rien. Tout à l'heure, vous avez employé un vilain mot d'inaction. On pourrait y revenir sur le détail. Et On n'a pas le temps. Eh ben voilà, c'est ça, mais j'aurais bien aimé vous faire la démonstration que nous n'avons pas été inactifs. Alors, mais mais sur les donc, réformes à venir, qui a créé, quelle majorité a créé cette branche de la sécurité sociale sur la dépendance? Oui, mais avec quelles Eh bien, conséquences? c'est la majorité actuelle. Donc, non, mais attendez, d'accord, mais enfin, le Ségur de la santé, qui prend largement en compte également les enjeux liés au vieillissement, le plan de relance qui va permettre, là aussi, de développer la création d'établissements spécialisés pour des personnes âgées dépendantes, ou même pour en rénover un certain nombre d'entre eux. Donc on n'est pas les deux pieds dans le même sabot. Ensuite, sur le texte spécifiquement dédié, il va, sans doute avant la fin de l'année, être mis sur la table. Fin d'année, fin de Sur- session parlementaire ou fin 2021? Fin d'année. Fin d'année. Sur la décentralisation, il ne nous a pas échappé que le texte dit 4D que porte Mme Gouraud est au Sénat, va être examiné au Sénat et donc viendra en temps et en heure à l'Assemblée nationale. Réforme des retraites. Et enfin, sur les retraites, il est une chose que l'on sait tous, c'est d'abord que il va nous falloir, si on veut garantir des retraites pour les générations futures et que l'on continue ce système où les actifs payent pour ceux qui sont à la retraite, il va falloir travailler plus et plus longtemps. Alors, selon quelles modalités? Les modalités justes que nous avions proposées avec notre système de réforme à points, mais dont on a senti combien les résistances parfois très corporatistes, trouver aussi un délai d'application. Mais de toute façon, parce qu'il faut préserver notre système de retraite qui est juste, parce qu'il faut un système de retraite par répartition, de solidarité entre les générations, et pas par capitalisation. Alors oui, disons les choses simplement, je ne sais pas si ce sera une réforme des retraites. En tout cas, il faut admettre l'idée que nous devrons tous travailler plus longtemps,
que ce soit en termes annuels ou dans la durée des carrières. Mais il faudra l'admettre et le mettre en œuvre quand? Avant 2022 ou après? J'ai toujours pensé que, je l'avais eu l'occasion de le dire, que ce débat sur les retraites doit être remis sur le métier. J'ai toujours dit que je trouvais que c'était une réforme plutôt de début de quinquennat qui découle d'un débat présidentiel. Bon, maintenant, c'est au gouvernement et au Premier ministre de prendre ses responsabilités et de juger du bon calendrier. Ah bah, le Premier ministre, justement, il a annoncé le 6 mai la fin du corps des préfets tout en maintenant la fonction de préfet. Est-ce que vous confirmez? Quelles conséquences pour la préfectorale? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réforme? Moi, vous savez, j'ai un respect et une affection particulière pour les préfets. Quand on commence comme ça, c'est qu'ensuite on... Non, pas du tout. Pour la fonction qu'ils occupent, j'ai même écrit un ouvrage là-dessus qui s'appelle « Nos lieux communs » et qui leur rend hommage en longueur de page. Donc, ce qui est important... Et si je ne me trompe pas, d'ailleurs, votre directeur de cabinet est préfet. Absolument, monsieur Jean-Luc Videlaine, c'est exact. Donc, c'est vous dire. Et mon ancien est devenu, d'ailleurs. Vous voyez. Donc, tout ça pour vous dire que l'enjeu, ce n'est pas d'altérer la fonction de préfet qui est essentielle. Ce sont de véritables managers territoriaux qui portent l'action publique, l'action réglementaire, qui font vivre la sécurité, qui dirigent les forces de sécurité. Il s'agit simplement de faire en sorte que le recrutement et le profil de ces préfets puisse être élargi et qu'on ne soit pas simplement dans une logique de carrière administrative. Ça veut dire préciser les choses. Donc la fonction sera toujours là et l'organe va être modifié. Et ça veut dire que les préfets ne seront pas tous issus de l'ENA. Par exemple. D'ailleurs, ils ne le sont pas tous. Ils ne le sont pas tous. Mais... Et le corps des préfets, supprimé ou pas? Mais non, mais il y aura toujours des préfets. Ouais. Après, si vous voulez, ce qui est important, c'est que cette fonction soit toujours présente et occupée par des personnalités d'horizons divers. C'est cela, c'est créer de la diversité au sein de ce corps. Mais ça veut dire qu'au-delà des préfets, au-delà du corps des préfets, ce que veut Emmanuel Macron, c'est mettre de l'ordre dans tous les corps de la fonction publique, faire une espèce de révolution. Je ne sais pas justement si c'est mettre de l'ordre, c'est au contraire faire en sorte qu'il y ait plus d'interaction entre des personnalités de grand talent d'ailleurs, qui occupent des fonctions dans la haute fonction publique et qui peuvent venir d'autres horizons et qui ne soient pas simplement issus, si vous voulez, de voies de carrière administrative. C'est au fond organiser des brassages entre la France qui est de la fonction publique, celle qui ne l'est pas. Alors, autre activité. D'ailleurs, je constate qu'il est assez communément admis que l'on puisse aller de la haute fonction publique vers le privé. Pourquoi l'inverse ne serait-il pas possible? Ah oui, par exemple, des patrons d'entreprise, des salariés. Par exemple. D'entreprise, Oui, ça marche dans un sens, donc c'est bien que ça marche dans les deux. Oui. Et alors, mais enfin, vous savez, quand ça marche dans l'autre sens, quand les fonctionnaires vont dans le privé, c'est aussi une question de salaire. Eh bien, je connais tout ça. Voilà. Je connais tout ça, et c'est d'ailleurs sujet parfois à un certain nombre de critiques. C'est pourquoi il faut qu'il y ait cette interaction, cette porosité entre les activités privées que les uns et les autres peuvent mener, mais aussi leur capacité ou leur proposition de venir servir le pays dans la fonction publique. Alors, autre activité, c'est votre activité aussi. Vous avez adressé une lettre à Jean-Michel Blanquer pour vous étonner que ce qui avait été décidé au bac pour les épreuves de philosophie ne le soit pas pour les épreuves de français. Qu'attendez-vous de la part du ministre de l'Éducation nationale? Et d'ailleurs, vous a-t-il répondu? Donc, il ne m'a pas répondu à 7 heures, mais c'est assez normal. Je lui ai écrit vendredi. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous voulez lui? Écoutez, c'est assez simple. Je trouve d'abord que beaucoup de mesures ont été prises pour faire en sorte que les examens se passent dans les meilleures conditions et que la réforme du bac soit mise en œuvre. C'est ce que vous dites au début de cette lettre. Mais justement, non, mais je dis ça parce que moi je rends hommage à l'agilité là aussi du ministre et de son administration pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Tout ce que je dis là simplement, c'est que les jeunes gens qui sont en première, qui vont passer le français du bac ne sont pas tous dans des conditions égales de préparation, du fait des demi-jauges, du fait de tous les aménagements qui ont été rendus nécessaires. Je trouve que le ministre a pris une excellente décision en proposant que les épreuves de philosophie, qu'il y ait des doublements de sujets, que si jamais ça se passe pas bien, ce soit la note de contrôle continu qui soit retenue, etc. Et je suggère que l'on fasse la même chose pour les épreuves de français du bac. Et vous voyez, j'ai été interpellé très souvent pendant la période de suspension des travaux parlementaires, c'est-à-dire la quinzaine passée, par des proviseurs, des professeurs, des parents d'élèves. Je suis moi-même parent d'élèves, donc j'en fréquente des parents d'élèves. L'un de vos enfants est en première? Oui, exactement. Ah bon? Oui. Voilà. C'est pour ça que donc c'est du vécu. C'est du
vécu. Ah oui, ça c'est du vécu. J'en ai ouais. entendu parler. J'ai pas tout de suite compris ce dont il s'agissait. Donc je me le suis fait expliquer. Et les proviseurs et les professeurs de lettres m'ont expliqué que cela crée au fond, que ce qui devait être fait était ce qui a été finalement fait pour l'épreuve de philo. Et c'est votre fille qui est en première qui vous a dit ça? Non, c'est pas elle qui m'en a parlé la première, mais Ouais. elle partage ce point de vue. Et son prof de français, par exemple Ah non, mais je ne peux pas dénoncer nominativement qui m'a parlé. Alors, puisqu'on parle un peu de social... Mais c'est le ministre qui arbitrera. Donc j'attends de lui qu'il fasse droit à cette demande et que s'il n'y faisait pas droit, il m'explique pourquoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est le rôle d'un parlementaire que de faire remonter ce qu'il entend sur son terrain. Éventuellement Moi, c'est toujours comme ça que j'ai conçu mon travail d'élu. C'est-à-dire, quand on vote quelque chose, il faut en mesurer la portée. Et quand, sur le terrain, vous avez plusieurs personnes qui vous interpellent là-dessus, eh bien, de dire qu'est-ce qui se passe et d'aller un peu plus loin. Et pour tout vous dire, hier, j'ai eu des échanges informels avec le président Sarkozy, parce que nous étions ensemble au 8 mai, à la commémoration, qui m'indiquait que lui-même, il avait été saisi de cette question. Ah bon? Et le président Larcher, qui avait interrogé certains de ses collègues sénateurs, me disait qu'en effet, il y avait une problématique qui remontait. Donc vous voyez, ça montre que quand on est à l'écoute de la population, eh bien, on peut, comme ça, contribuer au règlement de choses qui créent du stress ou un sentiment d'injustice. À l'écoute de la population ou élus de terrain, ce qui manque peut-être quelqueus aux élus d'En Marche, mais on en reparlera. Pas plus qu'à d'autres. On en reparlera. Ça, c'est une caricature. On en reparlera. Alors, dans ce contexte, justement, écoute de ce qui se passe au niveau de la population, Jean-Luc Mélenchon entend revenir au social dans le cadre de sa campagne présidentielle. Avec Éric Coquerel, donc député insoumis, il veut s'employer à un printemps social en remettant notamment en mouvement les mobilisations. Eh bien, est-ce qu'ils sont dans leur rôle, Jean-Luc Mélenchon et ses amis ou ses camarades de la France insoumise? Écoutez, ils disposent de leur temps comme ils le souhaitent. Mais puisqu'on parle de social, non mais attendez, qui a revalorisé la prime d'activité? Qui a revalorisé les allocations pour les personnes handicapées? Supprimé la taxe d'habitation sur les résidences principales? Qui a fait la chasse véritablement à la fraude fiscale avec des résultats que l'on connaît? Qui a créé la 5e branche de sécurité sociale couvrant précisément le risque de perte d'autonomie? Qui a décidé que le reste à charge zéro sur les différentes prothèses serait mis en œuvre? Qui a créé le bonus-malus pour les entreprises? Bon, vous allez dire que tout ça, c'est Macron. Eh bien, tout ça, c'est notre majorité. Ouais, alors, mais c'est pas entendu, a priori. Donc, non, mais c'est pas entendu. C'est pas perçu par les gens. Que ce ne soit pas... Ça, ce n'est pas juste. Ce n'est sans doute pas entendu par un certain nombre d'oppositions, dont celle que vous citez. Donc, s'ils veulent là-dessus mener différents mouvements, qu'ils le fassent, mais ça n'empêchera pas, en tout cas, de dire la vérité. Et beaucoup de Français savent que cette majorité aura été une majorité à la fois qui aura libéré ce qui est du champ de l'économie et qui aura fait du social comme depuis longtemps, y compris sous le précédent quinquennat, il n'en avait pas été fait. Le social, donc. Alors, un thème qui revient en tout cas en force dans le débat, c'est le thème de la sécurité. Donc, il y a eu l'assassinat terroriste de cette fonctionnaire de police à Rambouillet, celui de ce policier à Avignon, qui était en train de pourchasser des trafiquants de drogue, ou encore ces violences à Fréjus cette nuit même. Là aussi dans un contexte de trafic de drogue. Eh bien, d'abord, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Et puis, comment répondre à l'attente des Français en matière de sécurité? Est-ce que c'est un problème à résoudre au niveau national ou est-ce que c'est un problème à résoudre notamment au niveau local? On parle de ce qui s'est passé à Fréjus cette nuit. D'abord, quand on est citoyen de notre pays et que l'on est profondément bouleversé d'assister à ces assassinats, à ces crimes de ceux qui nous protègent, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire là, chacun, là où nous sommes. Et en précis, j'ai oublié une chose, que Gérald Darmanin a annoncé ce matin que 70 fonctionnaires de police seraient envoyés dès ce dimanche soir à Fréjus. La première chose que l'on peut faire et que l'on doit faire, c'est de témoigner de sa complète solidarité avec les forces de sécurité, qu'il s'agisse de la police nationale ou de la gendarmerie, déjà. Et qu'on n'attende pas des drames pour le faire. Et que l'on fasse corps avec ces forces de sécurité. La deuxième chose, c'est que bien souvent, parce que l'on traque les trafiquants de drogue, c'est parce qu'on les traque qu'ensuite ils essayent de prendre une revanche, en quelque sorte, en organisant d'autres désordres. Paradoxalement, c'est parce que la police nationale agit
qu'ensuite, il y a des sortes de ripostes de guérilleros qui vont mettre le feu à des voitures ou casser des Là, vitrines. vous faites allusion à Fréjus ? Voilà. Et surtout, je vais vous dire une Ou à chose. Avignon, d'ailleurs. Fréjus, où on a un maire Front National qui a été réélu au premier tour, témoigne du fait que ce n'est pas parce qu'on vote pour le Front National qu'on a ensuite plus de sécurité. Oui, mais lui dit c'est à cause Oui, non, mais bien du sûr, gouvernement et de la police. Oui, mais bien sûr. Qui n'est pas Quand assez on nombreuse. prend des responsabilités, on ne peut pas ensuite se dérober. Quand on a des responsabilités, on les assume. Et il me semble que la loi indique que c'est au maire d'assurer la tranquillité publique, même si, bien sûr, la police est nationale. Non, mais je ne cherche pas la polémique. Je dis simplement que aujourd'hui, c'est parce qu'on lutte contre les trafics de drogue qu'il y a des ripostes absolument dramatiques et criminelles. C'est un effet paradoxal. Et le ministre de l'Intérieur a eu plusieurs fois l'occasion de le dire. Les préfets le savent et les maires le savent. Alors, vous savez, on ne va quand même pas dire on ne fait rien pour avoir une sorte de paix apparente. Quand on lutte contre la délinquance, effectivement, il y a des ripostes. Donc, solidarité avec les policiers, renforcement de leurs équipements de protection, ça c'est très important. Envoi d'effectifs là où il faut pour contrer ceux qui organisent la riposte et jouer collectif sur cet enjeu-là. Collectif, c'est-à-dire consensus politique ? Ça veut dire en tout cas éviter de faire de la politique soit sur les malades quand on parle du Covid, soit sur les victimes quand on parle d'insécurité. Donc c'est un peu ce que dit d'ailleurs le père d'Éric Masson, le policier assassiné à Avignon. Il témoignait aujourd'hui dans le JDD et il dit « Personne ne doit récupérer ce drame à des fins politiques ». Je crois que c'est une leçon de dignité. Une leçon que de dignité. donne le papa. Songez quand même que voilà quelqu'un qui a perdu son fils, jeune brigadier, qui laisse au fond une famille meurtrie, et lui trouve les forces, au fond, d'appeler à la dignité. Et lui qui est policier, hein ? Eh bien, qui était policier. Tirons les leçons de ses propos, donc ne faisons pas de commentaires. Alors vous parlez du trafic de drogue, et on se demande pourquoi on n'arrive pas à éradiquer tous ces points de deal. De mémoire, il y en a plus de 3000, 3900 points de deal dans tout le pays. Pourquoi ne pas envoyer l'armée ? La gendarmerie dispose aussi de blindés légers qui ont été utilisés dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Pourquoi ne pas les utiliser, les envoyer contre ces points de deal ? Oui, on ne peut pas assimiler d'abord, mais les Gilets jaunes Non, mais je dis, ces blindés ont déjà été utilisés. Non, mais de toute façon, il faut faire confiance aux forces de l'ordre, au ministre de l'Intérieur, pour organiser les moyens adéquats pour à la fois lutter contre ces trafics et ensuite contre les ripostes qui sont organisées. En France, l'armée n'a pas pour vocation à assurer à l'intérieur de nos frontières la sécurité publique. Sécurité et terrorisme aussi, Richard Ferrand. On a appris vendredi que 3 membres du groupuscule néo-nazi Honneur et Nation ont été mis en examen et écroués depuis pour avoir projeté de commettre des attentats contre une loge maçonnique, contre des lieux communautaires, et même d'avoir préparé un attentat, donc un assassinat, contre le ministre de la Santé, Olivier Véran. Qu'est-ce que ça vous inspire, Richard Ferrand ? 2 choses. D'abord qu'il faut rendre hommage à toutes les forces de l'ordre qui, depuis 2017, ont déjoué près d'une 40aine de projets d'attentats. Ça, c'est la première chose. Et alors, avec là, des projets d'attentats d'extrême droite. Et donc, droite. Ça signifie précisément qu'il faut veiller sur tous les foyers infectieux potentiels, si je puis dire, qui voudraient avoir recours à la violence politique. Et c'est bien pour ça aussi que je mets en garde celles et ceux qui, un peu à leur aise parfois, voudraient inciter à des violences dans notre société démocratique. N'oublions pas une chose, la démocratie, c'est le débat, et le débat, c'est la paix. Et par conséquent, il faut faire preuve dans ces expressions d'une certaine modération pour ne pas venir légitimer le recours à la violence de quelques-uns. Et vous venez d'en citer un exemple qui vient là de l'extrême droite. Et alors là, je vous entends et je lis entre les lignes, ou j'écoute entre les lignes, vous visez la tribune de ces généraux factieux publiée le 14 ou le 15 avril dans Valeurs Actuelles. Oui, je ne veux pas faire. Non, mais c'est ce dont vous parlez. Ça, ce que je veux dire, et vous parlez aussi des réactions en chaîne, notamment celle de Marine Le Pen, ainsi de suite. Voilà, je crois qu'il faut être aujourd'hui irresponsable pour inciter de quelque manière que ce soit à la violence. Les difficultés existent dans notre société. Je crois que chacune essaye
de bonne foi de les surmonter. Ensuite, évidemment, s'agissant de politique, il y a un débat démocratique. Certains peuvent dire qu'il fallait faire comme ça, le faire comme ça. Mais ça, c'est le débat démocratique, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Vient le temps des élections et chacun peut choisir ses affinités ou choisir les équipes qu'il juge les plus compétentes. Mais de grâce, que l'on ne vienne pas, de quelque manière que ce soit, anticiper la justification de quelque violence que ce soit. Parce que ça, c'est une complicité anticipée, ensuite, de douleur, de peine, voire plus grave. Vous parlez d'élections, dans un peu plus d'un mois, les élections régionales, Richard Ferrand. Quelque part, on ne comprend pas très bien la stratégie de la majorité présidentielle. Qu'est-ce qu'elle est? Quelle est-elle? Peut-elle à la fois vouloir, votre majorité, s'allier avec Renaud Muselier en PACA? Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné d'ailleurs. Et présenter Éric Dupond-Moretti face à Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Alors, d'abord, de quoi s'agit-il? Dans ces deux régions, il y a un risque Front National. Et pourquoi? Et d'ailleurs, une précision, je vous entends parler de Front National et jamais de Rassemblement National. Oui, c'est un hasard ou pas? Non, pas du tout. C'est parce que les thèses que porte cette organisation d'extrême droite, ce sont des thèses qui justifient en effet un front, et que l'on fasse front. Et en tout cas, ajouter leur thèse au mot rassemblement, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc ce ne sera jamais un mouvement de rassemblement. Et d'ailleurs, pour poursuivre là-dessus, après on revient à ma question précédente, c'est Éric Dupond-Moretti qui disait hier, il était en campagne à l'Hauts-de-France, je le cite, le Rassemblement National, il disait d'ailleurs comme vous, le Front National est un danger pour la démocratie. Il a raison? Eh bien, en tout cas, la meilleure manière de faire, c'est qu'il ne gagne pas les élections. Comme ça, ce ne sera pas un danger. Qui, Éric Dupond-Moretti ou... Non, les élus du Front National. Les élus du Front National. Mais c'est un danger pour la démocratie ou pas? Eh bien, écoutez, c'est un danger pour la démocratie en cas de victoire, oui, je le crois. Mais c'est bien pour ça qu'il faut démocratiquement faire en sorte qu'il n'accède pas aux responsabilités. C'est bien ça l'enjeu de tout citoyen républicain. Alors, je vous ai interrompu, donc PACA et Hauts-de-France. D'abord PACA. Alors d'abord, s'il y a un risque d'élection du Front National, c'est parce que les sortants, messieurs Muselier ou Bertrand, n'ont pas réussi. Sinon, les électeurs seraient tellement satisfaits des politiques qu'ils ont menées qu'ils ne manqueraient pas de les réélire. Donc ça, il faut aussi qu'ils assument et qu'ils ne soient pas toujours dans une position de dire c'est la faute au gouvernement ou à la majorité parlementaire. Oui, parce que c'est ce qu'ils vous disent. Hein. Ben bien sûr, donc si vous voulez, il faut quand même juste qu'ils nous expliquent soit les régions servent à quelque chose, et moi je le crois, et à ce moment-là, il faut assumer ce que l'on a fait et le mettre en jeu devant les électeurs, soit elles ne servent à rien et on dit c'est toujours la faute au gouvernement. Donc, s'il y a dans ces deux régions un risque, c'est parce que, manifestement, les politiques régionales n'ont pas donné satisfaction aux populations de ces régions. Et alors, donc, dans ce cadre-là, PACA, l'accord qui a échoué, a priori. J'y arrive. Dans ce cadre-là, nous, la majorité parlementaire, nous avons dit, voilà, partout où ça menace, il nous faut faire un rassemblement. Monsieur Muselier a tendu la main. Il a tendu la main, Madame Cluzel a lui a tendu, puis finalement, il est venu se faire engueuler à Paris. Non, mais attendez, c'est pas ça. Vous oubliez paradoxal qu'un Marseillais vienne prendre ses ordres à Paris. Vous oubliez une étape. Hein. Entre-temps, c'était il y a 8 jours, Jean Castex a dit, il y aura un accord, et cet accord a fait l'enfeu. Voilà. Alors, vous voyez c'est cette mauvaise bouillabaisse, si je puis dire. C'est-à-dire, on tend la main, on la saisit, ensuite on vient se faire engueuler par l'appareil à Paris, ce qui montre d'ailleurs que quand les états-majors parisiens se mêlent de ce qui se passe dans les territoires, c'est jamais bon. En tout cas, lui, il vient prendre ses ordres, du coup, il change de point de vue. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas où ils en sont, mais si j'ai bien compris, en toute logique, Madame Cluzel va conduire sa liste. Ensuite... Attendez, je veux aller vous croyez que c'est définitif ou pas? Ah non, mais attendez, vous savez, j'ai le sentiment que celui qui prévoit quelque chose prend un risque lourd de se tromper. Donc moi, je ne prévoirai rien, je vous parle de ce que je sais à l'heure où nous parlons. Bien. Ensuite, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est La République En Marche qui a tendu la main à la gauche, aux socialistes sortants, à la présidente sortante, laquelle, alors qu'il y a un risque majeur que l'échec du rassemblement favorise, au fond, la montée du Front National, là, c'est les socialistes qui refusent. Et quand, dans les Hauts-de-France, vous le savez bien, déjà, M. Bertrand avait toujours dit jamais quelqu'un de la majorité présidentielle. Quelle conclusion vous tirez de ça? Par conséquent, attendez, j'ai une question précise. Oui. Pour la région PACA, est-ce que vous croyez que l'accord est encore possible?
Parce que c'est la Mais je question n'en que tout sais le monde rien, se je pose. ne m'en occupe pas. Alors, Donc je n'en sais rien. Allons-y. Hauts-de-France maintenant. Alors, dans les Hauts-de-France, le candidat à la présidence du Conseil régional est Laurent Pietraszewski, qui d'abord fut un excellent député, qui est un excellent ministre. Au fond, et de manière logique, eh bien, toute la majorité vient en renfort pour élire Laurent Pietraszewski à la succession de Xavier Bertrand. Et il y a un homme du Nord qui a le coffre et le cœur des gens du Nord, Éric Dupond-Moretti, qui va au charbon à côté de Laurent Pietraszewski. Et voyez-vous, je trouve que cet esprit d'équipe, le fait de montrer que Donc cet homme, c'est Éric Dupond-Moretti. nous sommes dans un esprit de conquête et d'opposition. Et comme il l'a très joliment dit, Dupond-Moretti, avec Pietraszewski, nous n'allons pas chasser sur les terres du Front National, nous allons chasser de ces terres le Front National. On verra ça dans un mois et demi, si c'est le cas ou pas. En tout cas, c'est une belle énergie qui se déploie. Et pour bien connaître et estimer Laurent Pietraszewski, je peux vous garantir que cela ferait un excellent président de région. Alors, mais en fait, on a compris autre chose d'ailleurs dans cette candidature d'Éric Dupond-Moretti et aussi dans l'autre candidature de Gérald Darmanin au départemental à Tourcoing, c'est la volonté d'En Marche, éventuellement d'Emmanuel Macron, de prendre en tenaille Xavier Bertrand à travers donc la première candidature d'Éric Dupond-Moretti et celle de Gérald Darmanin. Est-ce que c'est pas le cas? Non, mais ça, c'est regardé par le petit bout de la lorgnette. La vérité, c'est que la majorité met le turbo. Ah oui. Et lorsqu'il faut aller à la bagarre électorale, pacifique, démocratique, eh bien, on se mobilise. Pardonnez-moi de vous dire un mot de moi, mais je suis aussi candidat aux élections régionales en Bretagne. J'allais en parler. Derrière Thierry Burlot. Ouais. Eh bien, j'aurais pu ne pas le faire. Thierry Burlot me dit, il faut que tu viennes, on y va, on fait bloc, on fait PAC, et on y va. Donc, si vous voulez, il ne s'agit pas d'élaborer des stratégies. Et là aussi, d'ailleurs, les appareils parisiens se sont opposés à ce que les socialistes sortants continuent à travailler avec les membres... Donc on parlait de Bretagne, là. Oui, de Bretagne, avec les membres de la majorité. Alors vous voyez que les appareils soient les républicains ou socialistes, ils sont manifestement tous aussi sectaires pour faire en sorte que jamais ils ne puissent envisager de travailler avec des élus de la majorité présidentielle, parce que nous, justement, on sort des postures et on fait un rassemblement au-delà d'eux. Et vous verrez, cela ne leur portera pas chance, parce que le dépassement, c'est une stratégie d'avenir, là où la gestion de boutique, c'est se condamner à la faillite électorale. Alors, Bretagne et dépassement peut-être. Vous êtes donc, comme vous l'avez rappelé, élu breton. Un sondage Odoxa qui a été publié en fin de semaine par le Télégramme de Brest place le candidat de la majorité, Thierry Burlot. Thierry Burlot, LREM, avec la Il n'est pas LREM, hein. Il est soutenu par la majorité présidentielle, voilà. Candidat indépendant. Et la candidate LR en tête des intentions de vote. Le président PS sortant, je me souviens plus de son nom, vous allez nous le dire, et lui distancé. Avec dans ce contexte quelque chose de très particulier et de très important, c'est le silence du ministre des Affaires étrangères, ancien président de la région, Jean-Yves Le Drian, proche à la fois du candidat de la majorité et de celui du PS. Ils étaient tous les deux dans sa majorité. Qu'est-ce que vous attendez de la part de Jean-Yves Le Drian? Est-ce qu'il doit faire campagne pour votre candidat? Non, mais Jean-Yves Le Drian a eu l'occasion de s'exprimer. Oui, mais pas très clairement. Bah si, moi je trouve. Bon, alors qu'est-ce que vous attendez de sa part? Eh bien, c'est le numéro 2 du gouvernement. Ouais. J'ai tendance à penser qu'il soutient plutôt les listes de la majorité présidentielle. C'est pas ce qu'on avait compris, alors allez-y. Si. Ouais. Bon, ensuite, ce qu'il dit, lui, c'est que les Bretons n'ont pas besoin de chaperons. Je cite l'expression qu'il a lui-même employée. Mais le moment venu, quand il le voudra, et avec ces mots, il dira son choix, je n'ai pas de doute là-dessus. Vous croyez qu'il interviendra avant les élections? Ah, pour donner une orientation, c'est mieux de le faire avant le dépouillement. Parce que pour l'instant, il n'a pas fait encore. C'est même recommandé. C'est recommandé. Mais il reste encore du temps. Il reste du temps, mais il faudrait qu'il le fasse vite pour vous, non? Non, mais il y a le temps. Il y a le temps. Nous avançons, nous faisons campagne en Bretagne, enfin les amis surtout plus que moi, mais en tout cas je suis à leur côté. Ils font campagne et cela se passe bien. Mais alors, concernant la régionale, on considérait, il y a quelques semaines, que ça serait un échec cuisant d'En Marche à ces élections. Est-ce que c'est toujours le cas? Ou est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir de bonnes surprises? Mais pas des surprises, monsieur Aziza. Mais pourquoi? Non, mais c'est quand même curieux. Vous savez, je vais vous dire, avant chaque débat un peu compliqué, je lis dans les gazettes, oh là là, le groupe majoritaire se déchire, la majorité va mal. Oui, enfin, sauf que les textes sont adoptés les uns après les autres. Et là, on voudrait considérer qu'un succès d'En Marche, ou plus exactement,
de la majorité présidentielle dans sa diversité serait une surprise. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit une surprise? Vous y croyez, la surprise serait que, finalement, comme si de rien n'était, eh bien, l'ordre des choses au plan régional et départemental ne changeait pas. Croyez bien que les électeurs sont libres et que c'est eux qui décideront. Alors on verra ça plus tard. Est-ce qu'il est juste de dire qu'avec les régionales, la France entre dans la campagne présidentielle et que c'est le duel Macron-Le Pen qui se profile à l'horizon? Alors, sur le second point, j'y reviendrai. Sur le premier, je crois que c'est faux. Les régionales, c'est pas le troisième tour des municipales ou le lever de rideau de la présidentielle. C'était comme ça dans l'ancien... C'est pas le prologue de la présidentielle. Non, c'était comme ça avant. C'est-à-dire qu'avant, on voyait comment les choses se calaient. Aujourd'hui, les électeurs, je crois, ils ont profondément changé. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins un vote d'étiquette ou d'habitude, si je puis dire. Et les citoyens, et c'est heureux ainsi, ils regardent qui ils veulent au conseil départemental, au conseil régional, le moment venu, qui voudront la présidence de la République. Et donc, c'est pas le prologue de la présidentielle. Non. Alors, sur quoi d'ailleurs elle va se jouer la présidentielle? Sur la crise sanitaire et la réussite ou non de la campagne de vaccination, sur la sécurité, sur le régalien ou sur le social, très rapidement? Sur tout ça, les Français, ils se poseront une question simple, et nous poserons nous-mêmes une question simple. C'est au fond, quelles sont les orientations et quelle est la personnalité qui nous paraît le mieux répondre aux défis du moment? Et c'est comme ça qu'ensemble, je l'espère, nous réélirons Emmanuel Macron. Et vous êtes certain qu'il sera candidat d'ailleurs? Je ne suis certain de rien, ouais. Mais je l'espère profondément. Est-ce que vous voyez un parallèle à faire entre Emmanuel Macron et François Mitterrand? Nous sommes le 9 mai, demain, nous commémorons le 40e anniversaire de la victoire de François Mitterrand le 10 mai 81. Si je devais y répondre personnellement, je vous dirais que j'ai commencé par l'inspiration de François Mitterrand à m'engager en politique parce que j'avais 17-18 ans. Je suis très heureux de continuer, maintenant un peu plus âgé, hélas, à continuer d'avoir le goût de l'engagement politique aux côtés d'Emmanuel Macron. Mais ce que je dirais, c'est que ce sont deux hommes d'État, et chacun, à des périodes historiques différentes, aura su se montrer à la hauteur des défis de son époque. Et à la hauteur des défis de son époque, qu'est-ce que représente, 40 ans après, pour vous, le 10 mai 81? Une source d'inspiration encore très, très, très vivante, très présente, que ce soit sur l'Europe, sur l'équilibre des institutions, sur les libertés publiques, sur, au fond, l'histoire française telle qu'elle s'est faite. Enfin, François Mitterrand a marqué la France et en tout cas les gens de ma génération de manière profonde. Et je lui en suis très reconnaissant. Et alors, dites-vous, comme Jean-Christophe Cambadélis qui s'exprime aujourd'hui dans le JDD, et je le cite à propos de la gauche, Mitterrand, c'est lui qui le dit, « Réveille-toi, ils sont devenus fous », et il ajoute « La gauche fait l'impasse sur l'identité républicaine, l'immigration et les questions de sécurité ». Il a raison sur la gauche d'opposition, mais ce qu'il ne voit pas, Jean-Christophe Cambadélis, c'est que la gauche, elle est au pouvoir. Elle est aussi au gouvernement. Ah bon? Et que justement, elle ne fait pas l'impasse sur les questions de sécurité. On croyait que c'était la droite qui était au pouvoir. Oui, on croyait parce qu'ils se sont mis ça dans la tête tout seuls. Ils croient qu'ils ont le monopole de la gauche. Vous croyez que je suis doux, moi, historiquement? Vous croyez qu'un certain nombre de membres du gouvernement et le président de la République lui-même, vous croyez qu'ils viennent d'où? Bien. Donc, simplement, c'est une stratégie de dépassement. Et certains disent, nous, on a le monopole de la gauche. Croyez-vous que ce soit le Parti socialiste ou d'autres qui aient le monopole de la gauche? Pas du tout. Une partie de la gauche est au gouvernement dans le cadre d'un processus de dépassement. Et justement, celle-là, eh bien, elle ne fait pas l'impasse sur les questions des enjeux de la République, de sécurité ou d'immigration. Donc, vous voyez, la gauche, elle est là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire en l'occurrence au gouvernement, et pas simplement en train de vaticiner sur des aspects nostalgiques et puis dans la négation du réel. Ça veut dire que vous pensez que dans le mitterrandisme, il y avait une part de macronisme, et dans le macronisme, il y a une part de mitterrandisme? Écoutez, j'aurais pu avoir cette formule dont je vous reconnais la paternité. C'est-à-dire, vous le dites, oui? J'aurais pu le dire comme ça. Vous auriez pu le dire comme ça. Mais je suis toujours mal à l'aise. Il ne faut pas faire de la captation d'héritage. L'héritage de François Mitterrand appartient à l'histoire de France désormais et pas nécessairement à tel ou tel. Merci en tout cas Richard Ferrand d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. À bientôt.